Donc, je vais vous introduire une série qu'on aimerait faire pour des prochains meet-up. C'est Voyage en terre inconnue, découverte d'un langage. Donc, l'objectif, c'est pas de vous apprendre ce langage. Je vais très peu parler, j'ai un peu parlé de la syntaxe de Scala, de comment il fonctionne, mais je vais surtout vous parler de l'écosystème autour de Scala, de qu'est-ce que vous serez amené à faire si vous travaillez sur Scala et compagnie. Donc, une petite slide pour me présenter. Donc, je travaille chez Talmo. On est une société, on travaille dans la publicité mobile, on diffuse de la publicité en temps réel. Et je suis développeur back chez eux. Pour un petit parcours, alors j'ai commencé il y a quelques années, il y a déjà peut-être 5-7 ans, à faire du PHP. J'étais pas loin de ce bâtiment-là, chez Calliope, on faisait d'Easy Publish à l'époque. Après, j'ai continué, j'ai fait du Symfony, beaucoup de Symfony 1, un peu de Symfony 2. J'ai fait du WordPress un peu comme tout le monde. Et là, je me suis dit qu'on n'allait pas être très amis avec PHP. C'est vraiment beaucoup trop de liberté. Et surtout à l'époque, ce n'était pas du tout professionnel comme langage. Il y avait vraiment, chacun faisait les choses dans son coin. Symfony avait essayé un peu d'améliorer les choses, mais ce n'était pas encore ça. Ensuite, donc, j'ai changé de société. J'ai commencé à faire du Java. Au début, ça me plaisait mieux. Il y avait moins de liberté. Mais il y avait aussi tout J2E. Et j'ai fait du JSF, j'ai fait des portails d'applications en Liferay, j'ai fait de la gestion électronique de documents où on essayait de mettre ensemble des choses qui n'allaient pas ensemble, où il fallait 5 minutes pour lancer les serveurs, pour de vrai. Donc c'était vraiment horrible. Je fais un petit peu de Groovy aussi, ça m'a refait penser à PHP, ce n'était pas encore l'idéal. Un petit peu de Spring, voilà, ça a commencé à s'améliorer à cette époque-là. Et finalement, un peu par hasard, je suis tombé sur du Scala. Donc, j'ai commencé à en faire il y a 5 ans. Je suis toujours mon langage principal. Et donc, je vais vous présenter ce langage aujourd'hui. Bon, je n'ai pas d'action chez eux. Peut-être que dans un an, je vous présenterai un autre langage parce qu'il y aura autre chose qui me plaira plus que Scala. En tout cas, aujourd'hui, j'en suis content. Donc, voilà, je disais voyage en terre inconnue. Je vais commencer par vous parler du langage, de ses forces, de ses faiblesses, de ses particularités. Puis de l'écosystème Scala. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas en Scala? Vous donner quelques infos si vous avez envie d'apprendre Scala, comment le faire, et aussi parler un petit point focus sur est-ce qu'on fait vraiment du Scala au niveau professionnel, est-ce qu'on en fait sur Montpellier, est-ce qu'on en fait en France, est-ce qu'on en fait à l'étranger. Donc le langage, ça c'est la punchline officielle. Scala, c'est un langage multiparadigme qui qui a été conçu pour exprimer des besoins de programmation courante dans un style concis et élégant. Pour l'instant, je suis sûr que vous allez dire, hein, c'est pas vrai. Et surtout, type safe. Alors, ce mot, je vais le dire à peu près 8000 fois. Ce n'est pas un type de langage, c'est vraiment au cœur du langage. On veut du type safety, c'est-à-dire vérifier les types tout le temps. Je rentrerai en détail là-dessus plus tard. Donc, pour reprendre les points apparents, c'est un langage multiparadigme, c'est-à-dire qu'il inclut, on peut faire de la programmation objet et de la programmation fonctionnelle ensemble. C'est pas on peut faire l'un d'un côté, l'un de l'autre. Le langage a vraiment été conçu pour mixer les deux de manière naturelle à l'intérieur du langage. C'est assez rare, il y a peu de langages qui permettent ce mix. Ce n'est pas le seul, mais ils sont rares, parce qu'on pourrait penser que c'est assez antagoniste comme notion. Mais au final, la programmation objet n'a rien de qui va formellement à l'encontre de la programmation fonctionnelle et réciproquement. Par contre, il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est un langage qui tourne sur la JVM, la Java Virtual Machine. Donc, ça a des inconvénients. La JVM, c'est quelque chose, c'est lent. On sait que c'est lourd, il faut l'installer sur les serveurs, mais aussi ça a des gros avantages. Premièrement, la JVM, c'est aussi ultra optimisé. Il y a des optimisations à la compilation et au runtime qui sont faites sur les programmes. Et surtout, c'est interopérable avec Java. Toutes les librairies qui sont écrites en Java, vous pouvez relativement facilement les utiliser en Scala. L'inverse aussi est vrai, mais là, c'est beaucoup plus tricky, donc personne ne le fait. Et la manière dont se fait, c'est que, alors le mot Scala, ça ne vient pas du mot scalabilité comme on pourrait le penser, ça vient plutôt du mot qui peut grossir et qui va s'adapter à tous les besoins. Et on dit que c'est un langage extensible, notamment parce qu'il permet d'écrire des DSL, Domain Specific Languages, si je ne me trompe pas. L'idée, c'est d'avoir une syntaxe naturelle, vraiment simple à comprendre, simple à lire, simple à écrire. Ouais, je me suis foiré un peu, pas grave. Vraiment pour s'adapter à un domaine métier et l'exprimer simplement. J'ai mis un exemple avec le premier, ça vient d'une librairie de test en Scala, où je fais mon set 1, 2, 3, should have size 3. C'est du code Scala, ce n'est pas juste des mots écrits comme ça les uns après les autres. Should, c'est un opérateur, have, c'est un opérateur, size, c'est un opérateur. Chacun a un paramètre très précis, un type de retour précis. Un autre exemple dessous. Et en bas, vous dites, bon, c'est une simple requête SQL, j'en fais aussi dans mon langage.
mais ce n'est pas simplement une requête SQL que j'ai mis dans un string et que j'envoie à la base de données. Select, c'est un opérateur qui prend des paramètres ID, name, bon, ça vient d'une classe que j'ai définie. From, c'est un opérateur dans lequel je dois définir une classe qui va être liée à une table en base de données que j'ai définie. Et where ID différent d'eux, bon, c'est pas juste je concatène ID, ça va préparer en fait une requête JDBC précompilée. Et à l'exécution, ça va binder les paramètres ID et title à l'intérieur, avec éventuellement des choses constantes, ce qui fait qu'il y a zéro SQL injection, mais surtout, c'est précompilé au moment où je compile mon programme. Et à l'exécution, il n'y a plus qu'à remplacer les deux points d'interrogation qui auraient été mis au bon endroit dans la requête et ça sera exécuté. Donc, le but d'un DSL, c'est ça, c'est d'avoir du code qui devient naturel à écrire, naturel à lire. Et quand je disais qu'on utilise beaucoup de lib en Java, c'est que souvent, il y a des bases de données qui ont des drivers Java, mais qui n'ont pas des drivers Scala, parce que ce n'est pas encore assez populaire. Donc, ce qu'on fait par-dessus, c'est qu'on écrit un wrapper qui va se baser sur le driver Java, mais qui va fournir une syntaxe proche de ça par-dessus. C'est vraiment quelque chose qui se fait très, très régulièrement pour tous les langages, toutes les bases de données ou toutes les librairies un peu communes. Vous avez le wrapper Scala par-dessus. Une note particulière, donc, c'est qu'il fournit un typage statique fort. Donc, à la différence des langages dynamiques comme PHP, JavaScript et compagnie, chaque variable qui est écrite dans le système a un type qui est connu par le compilateur, que ce soit les types en entrée, les types de retour, les listes génériques, les types de très haut niveau. Et l'inconvénient du typage fort, souvent, c'est que ça oblige à écrire beaucoup de choses. Mais là-dessus, ce cas-là, ce qu'on appelle l'inférence de type. Un petit exemple, ça, c'est comment je déclare une map statique en Java 8 qui contient une map qui a une clé integer et qui a une liste de strings à l'intérieur. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est ce que je suis obligé de dire à Java pour lui donner le type des données que je vais mettre devant. Donc, je lui déclare une map en disant type. Ensuite, j'ai le diamond d'opérateur qui a été amené en Java 8 qui me permet de ne pas avoir à répéter ça. Parce qu'en Java 7, j'étais obligé de le répéter une deuxième fois. Et à chaque fois que je insère des données à l'intérieur, je vais lui dire qu'à l'intérieur, OK, je mets une liste de strings avec des choses à l'intérieur. En ce cas-là, le strict équivalent, c'est ça. C'est-à-dire, je lui dis que j'ai une map avec un enclé qui donne une séquence, deux enclés qui donnent une séquence. J'écris juste val m et le compilateur tout seul va inférer le type de tout cet objet. Donc, il sait que c'est une map de in sex-string. Je peux le définir moi-même si je veux, si j'ai envie de l'écrire. Généralement, il y a IntelliJ qui est très intelligent. Il peut aussi vous le générer tout seul si vous avez la flemme. Mais surtout, ça veut dire que M, le compilateur, sait exactement ce que c'est. Et par la suite, si vous le passez dans une méthode qui n'attendait pas ce type-là, il vous le dira. Et il sera très strict là-dessus. Et donc, l'inférence de type, c'est ce qui permet d'avoir un langage concis, parce que vous n'êtes pas obligé de répéter plein de fois les types de toutes vos opérations, mais le compilateur va quand même le vérifier lui derrière. Et donc, Charlotte en a un peu parlé, ça permet de faire facilement de la programmation asynchrone, parallèle, concurrente, notamment grâce au pattern de futur. Il y a la notion aussi d'acteur qui est intéressante. Ça permet de faire de la concurrence sans avoir à faire des blocs synchronized, des sémaphores et compagnie, tout ce qu'on peut apprendre dans d'autres langages. Donc, pour rentrer plus en détail aussi, c'est de la programmation objet, on a dit. Donc là, je vais aller très vite. C'est tout ce que fait Java, ce Scala permet de le faire. La notion de trait, qui est comme une interface en Java un peu plus poussée, c'est-à-dire que je peux avoir des traits génériques avec des méthodes définies ou non à l'intérieur. La particularité, c'est que les types sont unifiés. Alors ça, c'est une différence par rapport à Java. Vous avez encore les primitifs d'un côté, votre long écrit en minuscule, et les objets longs avec un L majuscule. En ce cas-là, il n'y a plus ça. Il y a juste tout est objet. Et chaque méthode que vous appelez, chaque fonction que j'appelais est une méthode d'une classe. Même les opérateurs, quand je fais 1 plus 3, c'est la méthode plus sur integer qui est appelée. Et généricité, variance, ça permet d'être beaucoup plus précis dans votre polymorphisme, savoir si vous acceptez les types parents ou les types enfants. Mais je passe là-dessus, ce n'est pas important. C'est surtout de la programmation fonctionnelle. Donc, pour moi, ce qui est ultra important en programmation fonctionnelle, j'arrive plus à le dire, c'est l'immutabilité. À chaque fois que vous déclarez une variable, vous n'allez jamais la modifier. En 99% du code Scala que vous écrirez, jamais vous modifierez une variable qui a déjà été définie. Ça peut paraître un peu impossible à faire comme ça. Et la première fois qu'on m'a dit, c'était un atelier pour écrire jeu de la vie en Scala, on m'a dit tu ne feras pas de boucle et tu ne vas jamais changer. Je faisais non, mais mon tableau il va évoluer, les cellules elles meurent, elles vivent. Et en fait, c'est possible parce que Scala fournit tous les outils pour pouvoir faire évoluer des structures sans avoir à les modifier.
La base, c'est de recréer des structures qui ont été modifiées et sur lesquelles vous allez continuer le traitement plutôt que de modifier votre variable à l'origine et de boucler dessus, par exemple. Ça gère aussi les fonctions d'autres supérieures. Charlotte en a parlé. Et le pattern matching, c'est une sorte de switch sur stéroïdes, on va dire. Vous pouvez pattern matcher sur une séquence d'animal, par exemple, et dire si c'est un animal qui s'appelle Lucas, désolé, c'est pas gentil, j'espère qu'il n'y a pas de Lucas ici, et qu'il a faim, alors je vais faire quelque chose. Si c'est un animal de type cheval et qu'il a couru la semaine dernière, je vais faire autre chose. On peut faire tout ça sur un bloc switch global. Après, il y a des notions un peu plus complexes qui sont aussi imbriquées dans le langage, qui ne sont pas vraiment des choses, ce n'est pas du pure programmation fonctionnelle, mais c'est des outils qui vont permettre de faire de la programmation fonctionnelle un peu plus pure et qui vont aussi simplifier l'écriture des programmes. Les algebraic data types, c'est un mot compliqué pour dire qu'on peut faire des types complexes, c'est-à-dire vous avez l'option, c'est un type où on dit, ça peut être soit un non, soit un sum. C'est soit j'ai une valeur, soit j'ai un non, j'ai jamais les deux à la fois, j'ai jamais aucun des deux. Il y a des types et, par exemple, si j'ai une classe personne qui a un first name, un last name, je sais que j'ai tout le temps les deux. Et après, on peut avoir un mix des deux. J'ai un graphe qui est soit un nœud, soit une feuille. Quand c'est un nœud, j'ai une valeur et j'ai le graphe dessous. Et quand c'est une feuille, j'ai rien du tout. Donc, on fait des et and en les écrivant très facilement. Je sais pas si j'ai une slide ou pas. Non, j'ai pas de slide. Il y a aussi la notion d'implicite. Alors là, on a dans quelque chose qui peut paraître qui est plus compliqué. Et au début, on a un peu de mal à le prendre en main. Parce que c'est à la base de pas mal de patterns dans ce cas-là, différents. Ça permet de faire plusieurs choses. À la base, vous avez par exemple un pattern classique dans un framework MVC, vous avez une requête qui arrive dans vos actions, et la requête, vous savez que vous allez devoir l'envoyer dans plusieurs niveaux, dans plusieurs couches de votre programme, plutôt qu'à chaque fois de la remettre en parenthèse en disant parenthèse requête, parenthèse requête, parenthèse requête. Vous dites à l'entrée de votre programme qu'elle est implicite. Ça fait que toutes les méthodes enfants qui ont besoin d'une requête vont dire, moi, je m'attends à avoir une requête implicite ou pas. Et s'il y en a une implicite dans le scope, il va la prendre tout seul. Ça fait un peu de magie parce que ça fait du code en moins à écrire. Ça peut réduire un peu la lisibilité, mais on est toujours type safe. C'est-à-dire que le compilateur va savoir si dans un contexte ou non, il a une variable qui correspond implicite. Et si vous avez un cas où ce n'est pas possible, votre programme ne va pas compiler. Ça permet aussi d'enrichir des classes. Par exemple, il y a des classes de la librairie Java sur lesquelles on aimerait rajouter des objets. On ne peut pas modifier une classe, on n'est pas dans un langage dynamique, donc une classe qui existe, on ne va pas la modifier. Par contre, on peut lui rajouter des choses par-dessus en faisant des sortes de conversions implicites, on appelle ça. C'est-à-dire que j'ai ma classe int de base, je vais faire ma classe super int, dans laquelle je vais définir une méthode en plus qui permet, je sais pas, faire une division euclidienne et compagnie. Et en fait, je vais juste définir une conversion implicite de int vers mon super int. Et à chaque fois que j'aurai un point division euclidienne, il va dire division euclidienne, je ne l'ai pas sur int, mais est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de le transformer dans un objet qui, lui, a division euclidienne? Et donc, avec ça, on arrive à enrichir des classes existantes d'une librairie ou d'une librairie externe, principalement. Fort compréhension, ça c'est Charlotte en a un petit peu parlé, c'est ce qui permet de faire des futurs, de les composer de manière plus simplement. Et après, il y a aussi des choses comme les streams, les data structures lazy, donc qui ne sont pas évalués au moment où vous les écrivez, mais qui sont évalués plus tard. C'est aussi un concept important en programmation fonctionnelle, c'est de décrire le fonctionnement, mais pas de l'exécuter tout de suite, essayer de retarder l'exécution au dernier moment pour que vraiment, voilà, vous décrivez vraiment toute votre structure de votre programme et à la fin, vous l'exécutez et tout se passe d'un coup. Ça évite d'avoir des effets de bord au milieu principalement. Je vous ai parlé au début de type safety et ça me paraît quelque chose de très important. Donc, je vais prendre un peu de temps pour vous décrire ce que c'est en pratique. Ce n'est pas un concept clos. Il n'y a pas un langage type safe, un langage pas type safe. Il y a différents niveaux dans l'échelle de type safety. Globalement, l'idée, c'est que votre programme soit en mesure votre compilateur soit en mesure de vous dire si ce que vous avez écrit, les types que vous avez envoyés dans vos fonctions, sont conformes à ce que le programme attend. Alors, l'échelle, elle part des langages dynamiques, comme JavaScript, PHP, Uniclojure, qui est un langage fonctionnel. Là, il n'y a pas vraiment de type safety. La seule chose que va vérifier votre programme, c'est que la syntaxe est correcte. Alors, c'est un langage orienté dérivé de Lisp, Clojure, donc il y a des parenthèses partout, vous inquiétez pas. Globalement, ça dit, je définis une fonction opérateur qui prend 2 paramètres, et avec ça, je fais une opération, je fais 2 plus B, et ça, je le multiplie à A.
Le problème, c'est que si j'écris hop 1 à string, il y a seulement quand j'exécuterai mon programme et qu'il arrivera à cette ligne qui va me lever une runtime exception pour me dire que mon string ne peut pas être casté en number. Donc là, c'est un peu le niveau 0 de la type safety. Le niveau 1, en fait, c'est directement Scala. C'est aussi ce que fait Java. En fait, on peut croire que ça va plus loin, mais la base, c'est la même. Quand vous écrivez une méthode, vous dites le type du paramètre en entrée, une liste de strings, le type du paramètre de sortie, une option longue. Je définis ma méthode. Si mon type de retour de ma méthode n'est pas une option longue, ça ne sera pas accepté. Et si je lui passe option autre chose qu'un list string, comme une séquence de 1, 2, ça ne passera pas parce qu'il me dira que int, ce n'est pas un string. Séquence et liste, ça ne gêne pas par contre parce qu'il y a une hiérarchie commune en fait. Ça, c'est la base. On vérifie les arguments qu'on passe dans nos fonctions. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui peut aller plus loin que ça? L'inférence, ça va permettre juste de ne pas écrire ça, mais le compilateur va le deviner à partir de ce que j'écris. Mais ça n'améliore pas la type safety en pratique. Par valeur? Par valeur? Non, je ne pense pas. Des langages comme Ada qui obligent de définir la possibilité des valeurs possibles. Ça va vraiment tester toutes les valeurs possibles à la compilation. Il sera là. Ça sera probablement là. Tu as deviné à l'avance. Je vais vous parler maintenant d'Haskell. Vous avez certainement entendu parler. Alors, c'est du pseudocode Haskell, ce n'est pas du vrai code. C'est pour donner un exemple. Haskell, lui, ce qu'il va vous vérifier, c'est vos effets de bord. Donc, Charlotte a dit que l'effet de bord, c'est quelque chose dont vous ne voulez absolument pas voir dans un langage fonctionnel. Mais en ce cas-là, si vous écrivez un effet de bord, le compilateur ne vous le dira pas. Vous avez le droit de le faire. En Haskell, si vous avez une méthode qui fait un effet de bord, il va falloir le marquer dans le langage d'une manière particulière. Il va falloir dire que, par exemple, là, j'ai mis une méthode missile simulate. Cette syntaxe-là, c'est-à-dire que ça prend un string en paramètre et que ça retourne une estimation théorique des dommages qu'elle pourrait faire si on lançait un missile sur cette ville. Ce que j'ai mis en bleu à chaque fois comme ça, c'est le type de retour et comme ça, c'est les paramètres. Donc ça, c'est simplement, ça prend un string, ça renvoie un damage, pas d'effet de bord, c'est un calcul. Dessous, j'ai une méthode missile fire qui prend une ville toujours et qui, elle, va envoyer les missiles et calculer combien de dégâts ça a fait. Donc, on va encoder le fait on va typer le fait qu'il y aura un effet de bord dans cette méthode. Je ne rentre pas en détail, là, c'est le mot-clé IO qui permet de typer le type de retour pour dire j'aurai un effet de bord là-dedans. Et ce que ça va nous obliger, c'est que si une méthode est typée en ayant un effet de bord, vous ne pourrez pas l'appeler sans gérer le fait qu'il y aura un effet de bord et qu'il faut prévoir qu'il y aura cet effet de bord. Il faut dire comment il doit s'exécuter. Il faut dire qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème dans cet effet de bord. L'avantage de ça, c'est que vous avez un manager qui vient en urgence et qui dit je voudrais une estimation des pertes si jamais on lançait un missile sur ville 1 et ville 2. Vous écrivez missile simulate city 1 plus missile fire city 2. Vous exécutez et là, faites oups. Bon, ben, en Haskell, ça ne pourra pas arriver parce qu'il vous dira tu n'as pas le droit d'additionner ces deux méthodes, sachant que celui-là, il a un effet de bord et tu ne m'as pas dit quoi en faire. Bon, là, c'est un peu un exemple marrant, mais c'est quelque chose de très puissant en pratique. Ça permet de valider à la compilation que vous n'avez pas fait des choses dans le dos du programme, entre guillemets. Donc, le niveau plus loin, c'est un peu ce que tu as présenté d'ailleurs. C'est on fait de la type safety sur les valeurs elles-mêmes. Ça se fait par ce qu'on appelle les dependent types. L'idée, donc là, c'est un autre langage, Idris, qui met vraiment ça au cœur, les dependent types. Ça, c'est le nom de la méthode. Ça, c'est le paramètre d'entrée. Donc, c'est qu'est-ce que je dois manger. Je lui dis si j'ai très faim ou pas. Et ça, c'est le type de sortie. Ce n'est pas le programme, c'est le type de sortie. Ça dit, le type de sortie, c'est si j'ai très faim, alors ça renverra une liste de strings. Et si j'ai pas faim, ça renverra juste un string. Et dessous, c'est l'implémentation de ma méthode. Je dis, si on t'envoie true à what to eat, tu renvoies kebab, burger, pizza, vous avez très faim. Et si on te renvoie false, tu renvoies juste une salade. Donc, c'est vraiment important de voir que ça, ce n'est pas de l'implémentation, c'est vraiment le type de sortie. Un dependent type, c'est si je vous dis une paire d'entiers, c'est un type normal. Une paire d'entiers dont le deuxième est plus grand que le premier, c'est un dependent type parce que le deuxième va dépendre de la valeur du premier. Et le dernier niveau, c'est quelque chose qu'on voit très, très, très rarement à notre niveau. C'est des choses qui sont beaucoup plus dans la recherche, dans les mathématiques. C'est des langages qui vont vérifier la correctness, c'est-à-dire la véracité prouvée mathématiquement via un langage formel. Donc, c'est bien, Mac, on ne voit pas l'écart. Alors, il y avait marqué alpha, bêta. Alpha fois bêta égale 0 implique A égale 0 ou B égale 0.
C'est une formule classique, mais ça, c'est du code en pratique. C'est un langage dans lequel on va définir des axiomes, des hypothèses, des lemmes, des théorèmes, des preuves. Tout ça vont définir le type de notre programme et ça va permettre de le valider formellement. Si l'axiome est faux, il va te le dire. Ouais. Si l'axiome est faux, il va être capable de le deviner parce qu'il y a d'autres axiomes qui vont permettre d'avoir des règles à jouer pour retrouver pour retrouver la véracité. Là où Scala est un langage intéressant, c'est qu'on a vu qu'il était à ce niveau-là, mais en fait, il a tendance à vouloir aller un peu vers l'extérieur, vers les 3 prochains niveaux. Le fait de pouvoir dire qu'une méthode a des effets de bord, en pratique, rien ne vous l'empêche de le faire en Scala. Il y a des types qui vont permettre de dire qu'il va se passer. Je vais renvoyer un int, il va se passer quelque chose. Un exemple 5, c'est futur. Bon, c'est pas, ça va dire je renvoie un int, mais ça va se faire au bout de quelques temps, pas tout de suite. Et il y a des choses plus compliquées que ça qui vont permettre de dire OK, il y aura une écriture qui sera faite en base de données, il y aura une lecture qui sera faite, attention, il y aura une transaction. On utilise principalement les types de très haut niveau, c'est-à-dire des types qui encapsulent des types. Ça, c'est relativement simple à faire, tous les programmes l'utilisent quasiment. Après, si on est un peu plus gourmand, on peut utiliser des dependent types ici, en Scala. On peut dire, je définis une fonction qui va prendre 2 classes en paramètres. Ces 2 classes, je m'en fous n'importe lesquelles c'est, je n'ai pas besoin de les connaître, mais je veux qu'elles aient exactement le même nombre de paramètres et que chaque paramètre 1 à 1 ait le même type, par exemple. On peut définir des comportements comme ça. Ce qu'on utilise souvent, c'est je peux m'envoyer n'importe quelle classe dans ta méthode, mais je veux être capable de la serialiser en JSON. Donc, il va falloir prouver au programme qu'on a quelque chose qui va être capable de la convertir en JSON pour qu'il accepte. Ça se fait notamment via des implicites, justement. Je ne rentre pas en détail, mais là encore, on est dans quelque chose qui se fait. Ça demande plus de code, surtout si vous voulez écrire vos. En fait, si vous voulez juste utiliser des dependent types qui existent déjà, comme ça peut se convertir en JSON, c'est très simple. Si vous voulez écrire vos propres dependent types, voilà, il va falloir un peu plus d'expertise. Et on ne peut pas avoir le compilateur qui vérifie l'exactitude du programme, mais on va essayer de faire des properties testing, c'est-à-dire vous écrivez des programmes en disant pour tout x, y étant un int, vérifie-moi que x plus y égale y plus x. Et en fait, le jeu de test, il va générer peut-être 10 000 candidats possibles de x, y, et il va essayer de valider comme ça en brute force que c'est possible. Donc lui, je devais vraiment très pointiller parce que c'est vraiment, on s'éloigne vraiment du concept de base, mais on essaie quand même d'aller vers là-bas pour amener le plus de sécurité dans nos programmes, au moins sur les tests. Voilà. Donc, ça c'est bien, mais le langage a aussi des faiblesses. Sinon, tout le monde en ferait et ça serait devenu le langage number one au monde. Je vous ai dit que le compilateur était très strict et qu'on aimait que toutes nos variables soient typées et que le compilateur nous dise dès qu'on se trompe et qu'on fait quelque chose d'illégal. En pratique, le compilateur il a tendance à être trop tolérant. Par exemple, cette expression, j'écris valx, si quelque chose, alors je retourne la string A, sinon je retourne 1. J'aimerais bien qu'ils me disent tu me mets des strings et des int, tu mélanges des pommes et des poires, ça ne va pas, lève-moi une erreur. Et ce qui va m'entendre le compilateur, il me fait OK, X, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Mais je ne te lève pas d'erreur, c'est n'importe quoi, peut-être que tu as fait esprit. Ça, c'est à moitié dû à l'héritage de Java, mais c'est aussi dû à son système d'inférence. C'est qu'en fait, il va essayer de trouver le dénominateur commun à tous nos types, et tous les types sont faits sous forme de hiérarchie. Et tout en haut de la liste, il y a any. Donc, n'importe quoi est un enfant de any. Donc, s'il a des types qui varient, en fait, là, il y a une branche où il y a un string, une branche où il y a un int, il se rend compte qu'il y a ça, et du coup, il essaie de trouver le point commun des 2 branches, et ça donne n'importe quoi. Il y a des solutions pour ça. Par défaut, quand vous créez un projet, tous les warnings ne sont pas activés par défaut, et surtout les warnings sont des warnings, ils ne vont pas faire d'erreur. Ce que je vous conseille directement, c'est de mettre tous les warnings au maximum et de faire qu'un warning vaut erreur de compilation. C'est une petite chose à faire quand vous démarrez le projet, mais ça va vous régler tous ces problèmes-là, par exemple. Et il y a aussi des plugins compilateurs, donc on peut rajouter dans notre système de build des outils, des linters et compagnie, comme Wart Remover. Et lui, il a des règles qui disent n'importe quel type inféré à any, tu me refuses et tu mets une erreur. Donc c'est une autre solution pour régler ce type de cas. Temps de compilation supérieur à Java. Donc, bon, ça, je pense qu'on est rendu compte un peu pendant la démo de Charlotte. Je tiens à préciser que tous les temps de latence, ce n'est pas vraiment ce cas-là, en fait. C'est qu'à chaque exécution du programme, ça relance l'outil qui sert à builder. L'outil lui-même, il vérifie qu'il a toutes les dépendances qu'il faut. Et une fois qu'il a vérifié qu'il a toutes les dépendances, il commence à compiler ce cas-là.
Et ça, en fait, normalement, en cycle de développement normal, vous le faites une fois en début de journée, et après, vous faites que recompiler Scala, donc c'est beaucoup plus rapide que ça. Donc oui, le temps est long, et plus long que Java, mais c'est normal parce que le compilateur, il fait 24 choses de plus que celui de Java. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que le Java C a à peu près 7 phases dans la compilation, et Scala C en a 18, notamment pour l'inférence de type, pour vérifier les types à la compilation, pour chercher les implicites et compagnie. Il y a aussi des astuces à connaître pour améliorer le temps de compilation, mais c'est loin d'être critique en pratique. Vous aurez le temps de boire 2 gorgées de café, mais vous n'aurez pas le temps d'aller boire de faire un baby-foot non plus. Et ce temps-là que vous passez à boire votre café, c'est du temps que vous ne passerez pas à faire F5 sur votre programme et essayer de tester plein de choses parce que vous avez une erreur au runtime que vous n'avez pas gérée. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'on est largement rentable à attendre 1 seconde de plus à la compilation comparé à un langage qui est moins strict. La compatibilité avec Java, ça a des avantages qu'on peut utiliser toutes les libs, mais ça a aussi énormément d'inconvénients. Par exemple, le type nul, Charlotte a parlé du option qui est largement supérieur au fait d'utiliser nul dans votre programme, mais rien ne vous l'interdit. Parce que Java l'autorise, Scala l'autorise aussi, même si ça n'a aucun sens d'utiliser nul dans un programme en Scala. Vous pouvez faire le compilateur est capable de connaître tous vos types, mais vous pouvez forcer le type avec du casting. Vous pouvez faire, c'est un string, mais je te force en int. Effectivement, si vous faites ça et vous le faites mal, à l'exécution, ça va planter. Il y a plein de choses comme ça qui vont amener des risques d'erreur au runtime que Scala ne devrait pas avoir, mais notamment à cause de l'héritage avec Java, ça ajoute des risques en plus. Trop de liberté sur la syntaxe. Alors ça, c'est un reproche qu'on entend souvent sur Scala, et il a raison. C'est que par exemple, pour appeler une méthode, j'ai 4 manières de le faire. Je peux mettre point fou, parenthèse, point fou, espace, parenthèse, espace fou. Et pour faire une closure, je peux l'écrire en faisant la syntaxe la plus longue. Case i, ça fait i fois 2. Je peux faire avec une syntaxe raccourcie, je fais i, ça fait i fois 2. Après, je n'ai pas besoin des accolades. En fait, je peux juste faire parenthèse i, ça fait i fois 2. Parce qu'accolade, c'est si je mets plusieurs lignes, là, j'en ai qu'une seule. Et après, j'ai même la syntaxe la plus raccourcie, où quand j'ai i, ça fait i, je n'ai pas besoin d'écrire, je fais underscore. Et ça évite de répéter i, ça fait i fois quelque chose. La solution à ça, c'est déjà apprendre les coding styles de Scala. Et il y a des règles officielles sur comment appeler, normer, écrire son code. Typiquement, ça, on n'utilise jamais les 4. Déjà, la syntaxe sans espace, je vous la déconseille ultra fortement. Et en fait, on utilise souvent les parenthèses pour dire qu'il y a un effet de bord et pas de parenthèses pour dire qu'il n'y a pas d'effet de bord, même si ce n'est pas vérifié comme en Scala. Et il y a aussi des outils, des linters automatiques qui vont permettre soit de reformater votre code, soit de vous dire que vous n'avez pas respecté des règles qui ont été préétablies. Et ça, pour moi, c'est assez fondamental parce que ça simplifie vraiment la lecture du code. Ça évite d'avoir des choses qui se baladent dans tous les sens, surtout d'un développeur à l'autre. Et la dernière chose, c'est facile d'écrire du mauvais code en Scala. Je suis tout à fait d'accord aussi. Si vous prenez un mauvais développeur ou un très bon développeur qui est mal guidé, vous lui donnez un langage un peu fermé dans les mains, il fera quelque chose de pas extraordinaire. Vous donnez à ce même développeur un langage extensible sur lequel vous pouvez rajouter des comportements, sur lequel vous pouvez écrire des DSL, il va vous faire un super truc comme ça. Là, sur ça, mis à part apprenez à faire les choses bien, il n'y a pas vraiment de solution. Enfin, c'est vraiment au développeur de faire attention à ce qu'il écrit, de ne pas chercher la surcomplexité dans le code qu'il écrit et rester toujours au minimum. Enfin, le KISS, Keep It Simple Stupid, c'est vraiment super important. En ce cas-là, d'autant plus parce que c'est un langage qui peut aller loin. Et dans 99% des cas, on n'a pas besoin d'écrire des choses complexes pour faire ce qu'on a besoin. Et le dernier point, c'est que ça va un peu avec, on dit que c'est un langage complexe. Ça, c'est le credo qu'on retrouve le plus sur Internet. Ce cas-là, c'est complexe, la montée en compétences est dure, on ne sait pas vraiment comment y aller, là, on a peur de l'apprendre ce langage. Et d'un côté, je vous comprends. Ça, c'est le genre d'une librairie qu'on trouve sur Internet qui définit des types pure functional, type level programming. Donc, vous pouvez définir des zygomorphismes, des futumorphismes, des post-promorphismes. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez les composer entre eux. Donc, vous pouvez avoir des zygo-histo-apomorphismes, codynamo-elgomorphismes. Ça marche. On ne voit pas à quoi ça sert, par contre. Et ça, vous entendrez beaucoup parler sur Twitter. C'est un peu le problème de la communauté Scala, c'est qu'elle a tendance à se focus sur les choses compliquées du langage
Parce que si vous arrivez à maîtriser ça, vous êtes content, vous avez envie de le dire à tout le monde sur Twitter. Mais ça peut faire peur aux gens qui, eux, ne le maîtrisent pas et qui ne sont pas du tout à cette étape-là de l'apprentissage du langage. Donc, moi, ce que je recommande là-dessus, c'est quelque chose que je lance beaucoup à Tabmo et enfin, partout avec les gens que j'en parle, c'est la notion d'effective Scala. Scala effectif, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des programmes en vrai, en pratique? Il y a un gros cercle qui concerne les mécanismes de programmation fonctionnelle de base. L'immutabilité, le pattern matching, les fonctions d'ordre supérieur, toute l'API collection de Scala, les type option, either, qui reste relativement simple. Une either, c'est quand vous avez 5 valeurs, soit une autre. Souvent, on l'utilise pour dire c'est soit j'ai un résultat, soit j'ai une erreur. Et on garde le type qui encode bien le fait que j'ai une erreur. Ce n'est pas juste une exception qui va popper au milieu de mon programme. Et les cases classes. Les cases classes, c'est l'équivalent des POJO en Java. Sauf que vous n'avez pas à définir de getter, vous n'avez pas à définir de setter. Elles sont immutables par défaut. Elles sont serialisables. Et vous avez tout le tooling pour créer des nouvelles valeurs dérivées. Ça, c'est la base. Là-dessus, je vais quand même aller un peu plus loin. Je vais rajouter, ça, vous l'apprendrez très, très vite. C'est vraiment la base du langage, c'est que de la syntaxe, quasiment. Vous allez rajouter des choses un peu plus haut niveau, les abstracts de main tree, les function composition, la notion de traits, comment bien les composer, la notion de choses qui sont évaluées de manière différée avec le lazy, la notion d'implicite, la notion de future, la notion de validated. J'ai mis un peu au pif, c'est pas exactement, enfin, il ne faut pas prendre ces cercles comme l'argent comptant, mais j'ai essayé de catégoriser un peu. Pour moi, avec ces deux cercles, vous faites 99% des projets qu'on fait dans notre boîte. Il n'y a pas beaucoup besoin d'aller plus loin pour faire des projets efficaces, des projets performants et compagnie. C'est largement suffisant pour faire du Scala de manière efficace en société. Quand je recrute quelqu'un, je ne demande pas de connaître plus que ça. Ça ne m'intéresse pas. Je vais ouvrir un peu le cercle, vous imaginez bien qu'il y a d'autres choses autour. Si on agrandit un peu le cercle, on va arriver sur la notion de type class. On rentre dans ce qu'on appelle la théorie des groupes, qui est pour le coup une notion plus théorique de programmation fonctionnelle, avec des notions d'optics, de lenses, de covariance, contravariance et compagnie, de semi-groupe, monoïde, functor. Là, c'est quelque chose qui va permettre vraiment d'évoluer. Enfin, j'ai fait plein de programmes sans aucune de ces choses-là à l'intérieur. J'en ai aujourd'hui de plus en plus dans mes programmes parce que c'est des notions que je maîtrise et que mon équipe maîtrise aussi. Donc, on va moins en moins hésiter à en mettre. Ça a un intérêt. S'ils existent, ce n'est pas pour rien. Souvent, ils vont simplifier l'écriture de code. Ça va être soit plus type-safe, soit moins de choses à écrire, moins de boilerplate, soit de faire des librairies plus génériques qui vont s'adapter à plus de choses. Mais en tant que développeur au quotidien, ce n'est pas indispensable. Et ce que je tiens à dire aussi souvent, qui me tient à cœur, c'est que c'est un langage dans lequel on n'a jamais fini d'apprendre en pratique. Ça fait 5 ans que je fais du Scala, et si je vous sors les informations du dernier cercle, il y en a encore la moitié que je ne maîtrise pas. Il y en a quelques-uns que j'utilise. Il y en a quelques-uns que je commence à faire utiliser dans la société parce qu'on a fait en sorte de bien s'assurer qu'il est compris via des ateliers si nécessaire. Mais encore, la plupart des choses là-dedans, on ne les utilise pas. Et c'est vraiment ce que vous verrez sur Twitter. Bon, il y a une règle, moi je dis la règle, c'est plus vous entendez parler de quelque chose sur Twitter, moins c'est important de l'utiliser. Donc voilà, j'insiste vraiment sur le fait que ça c'est largement suffisant. Le reste, c'est du bonus et ça vous fera plaisir d'arriver à l'apprendre plus tard. Quand vous en serez là, de vous dire j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'en apprendre encore un peu. Et quand vous serez là, vous aurez encore envie de voir des nouvelles choses que vous direz. Moi, j'en suis là et je me dis il y a encore des aliens qui écrivent du code que je ne comprends pas du tout. Pourtant, ça fait 5 ans que je fais du Scala. Maintenant, je ne suis pas nul. C'est juste qu'il y a des gens qui en font depuis 10 ans et ils sont encore beaucoup plus de niveau. Et voilà. Et donc, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours de quoi apprendre, toujours pour aller plus loin. Et ce n'est pas des concepts propres à Scala, pour le coup, c'est des concepts propres à la programmation fonctionnelle. Donc, ça vous resservira dans d'autres langages. Une petite slide vite fait sur le futur de Scala. C'est un langage qui évolue rapidement, dire qu'ils ne sont pas bloqués. En ce moment, il y a un redesign complet de toute l'API collection. On peut dire que c'est quelque chose d'assez osé de refaire les collections dans le langage. Ils n'hésitent pas à le faire en ce moment. Le compilateur est de plus en plus performant. Vraiment, à chaque release, en ce moment, tous les 3-6 mois, les temps de compilation sont améliorés, alors que dans le passé, ils avaient plutôt tendance à être de pire en pire. Et le créateur du langage travaille sur Dotty. C'est un compilateur de nouvelle génération pour Scala.
Donc, globalement, il a pris tout ce qui marchait bien dans ce cas-là, il a gardé. Tout ce qui marche bien dans les langages autour, type Pascal, Idris, et qui peuvent être facilement utilisés, on les a mis dans le langage. Et tout ce qui ne sert plus, on l'a viré. Et c'est en train de préparer un langage qui sortira plutôt en 2019, je pense. Mais c'est pas la refonte sera déjà partiellement automatisée avec des outils assez évolués. Donc, le passage de l'un vers l'autre, c'est l'avantage des langages statiques, c'est que le compilateur, c'est tout l'arbre de compilation de votre programme, donc il peut facilement le réécrire. Et c'est quand même pensé pour que la migration soit possible. Alors à la fin, je vous mettrai les slides, et là, il y a un talk qui explique ça. Non, je vais vous parler de l'écosystème Scala. C'est-à-dire, en tant que développeur, si je travaille sur Scala, qu'est-ce que je serais amené à faire? Et d'abord, je vais vous dire qu'est-ce que vous ne serez pas amené à faire. Donc, chose que je faisais beaucoup avant, c'est bidouiller des CMS, des frameworks, des blogs et compagnie pour faire des sites. Je ne le ferai plus. Pour la simple et unique raison qu'il n'y a pas de CMS en Scala, il n'y a pas de blog en Scala, il n'y a rien de vraiment professionnel qui s'utilise. Ce n'est pas que ce n'est pas possible de le faire, c'est que ce domaine est largement pris par d'autres langages comme PHP et il n'y a pas d'intérêt pour les gens qui font du Scala à aller s'y frotter sur ce domaine. Adapter des portails J2E, des gestions de électronique documents, pareil, on oublie. Installer des serveurs d'application, Tomcat, JBoss, ça c'est plus il y en a qui font du Java ici, il n'y a plus besoin parce que tous les frameworks Scala ont leur serveur intégré. Et exécuter du SQL avec Hibernate en mettant nos annotations partout dans votre modèle aussi, on ne veut plus. On veut essayer de se rapprocher le plus possible d'un DSL qui est proche de l'écriture de SQL en réalité. Ce que vous ferez plutôt, c'est des API. Alors ça, c'est au moins un tiers, voire 50% des programmes qui sont faits en Scala. C'est des API. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs frameworks qui sont vraiment pensés pour avoir de la très haute performance sur des serveurs HTTP1 ou HTTP2, en faisant des systèmes qui sont pensés dès le début pour la scalabilité, pour la concurrence, pour la synchronicité. Genre le fait, on n'est plus dans un mode où je fais mon appel en base, j'attends 2 secondes, après je vais faire un autre appel en base, j'appelle 2 secondes. On va plutôt appeler 3 web services en même temps parce qu'on est en architecture microservice. Dès qu'il y en a un qui commence à revenir, je peux commencer à le traiter. Dès que les 2 autres sont là, je vais les agréger ensemble et juste à la fin, je fais mon appel en base et j'envoie comme ça la réponse à mon client. Il y a tout le tooling qui permet de faire ça assez naturellement en Scala. Et les frameworks sont très simples à utiliser aussi. Ça, c'est un exemple de AKHTTP, ça s'appelle. Et avec 2 bouts de code, ça, c'est ce que je vais mettre dans mon fichier build pour dire que j'ai besoin de 2 dépendances. Et ça, c'est juste un fichier app.scala que j'ai écrit quelque part. Avec ces 2 bouts de code que je lance dans l'équivalent de Maven qui s'appelle SBT, j'ai un serveur HTTP qui tourne. Donc, il va attendre des requêtes GET sur le pass hello /segment, c'est-à-dire que j'attends un paramètre. Donc, ce paramètre, je l'appelle name. Et avec ce paramètre-là, je vais créer une string qui s'appelle hello name, how are you. Là, le $name, ce n'est pas comme en PHP. C'est-à-dire que ça va vérifier que le $name, c'est bien une variable qui existe, qui, dans le contexte, a le bon type. On va faire de l'extrapolation. En fait, $name, il va bien comprendre que c'est celle-là. Si j'écris autre chose, ça ne marchera pas. Et après, je vais le transformer en JSON. Ça va rajouter tout seul des JSON et tout ce qu'il faut. Et donc, ça, c'est l'exemple vraiment d'un microservice tel qu'on pourrait faire avec AKHTTP en ayant des perfs assez vraiment fortes, sans aucune configuration en plus que ça. Vraiment, c'est le minimum. Ça allait trop vite. Il y a aussi des frameworks qui sont plutôt orientés full stack. Le plus connu, c'est Play2, Play Framework, qui sert à faire, à la base, ça servait à faire des sites MVC avec du server-side rendering pour vos templates HTML. Maintenant, c'est aussi utilisé pour faire des API parce que c'est relativement simple à utiliser, c'est assez performant. Ça a un peu moins de ceux-là parce que ceux-là sont extrêmement légers, mais ça reste quand même très performant. Et il y a énormément de librairies qui sont faites dessus pour toutes les librairies dont vous avez besoin en pratique dans le web. La particularité de ce langage, c'est qu'il a amené la type safety à des niveaux où ça ne se faisait pas encore. Par exemple, il y a un niveau dans lequel on définit les routes. On dit que get sur /person/list, ça doit aller sur le contrôleur personne et la méthode list avec tel paramètre. Ça ressemble à un fichier texte. En pratique, le compilateur va le compiler. Il va vérifier que les paramètres que je mets dans mes routes sont bien utilisés dans mes contrôleurs. Ça va vérifier que le contrôleur que j'ai défini, il existe bien, que les types que j'ai définis correspondent bien à celui que j'ai dans mon code Scala. Et voilà, ça va très loin un peu sur toutes les couches du framework. Il y a des vérifications. Il y a Lagom, c'est plus récent, ça. C'est un framework qui permet de faire de l'event sourcing, du CQRS, ce que vous connaissez ou je définis très vite.
Bon, je finis très vite. CQRS, c'est séparer les écritures des lectures de votre programme, ne plus mélanger les écritures, ne plus mélanger les lectures. Et l'event sourcing, c'est plutôt d'avoir une application qui n'est pas liée où on a une entité en base, où on change son état à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais on enregistre tous les événements qui arrivent dans l'application. Et à partir de tous les événements, on est capable de reconstruire l'état final de notre objet. Alors, je mets des choses dans le panier, j'enlève, j'en remets, j'en enlève, je passe l'order. L'état final, c'est order, mais pour ça, je vais être obligé de recalculer tous les éléments. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est un pattern qui est de plus en plus en vogue et que nous aussi, on commence à regarder. Et la gomme a l'air pas mal pour ça. Je ne l'ai pas testé, donc je ne vous en dirai pas plus. Et il y a aussi des frameworks qui sont beaucoup plus bas de niveau. Pas très important. Ce que vous ferez aussi, c'est on dit que Scala, c'est un langage qui émerge beaucoup grâce au big data. C'est vrai parce qu'il y a, je commence par ça, le cluster computing, c'est Spark et Flink, vous en avez certainement entendu parler. Ça permet de faire des calculs distribués sur des clusters de serveurs. Spark est écrit en Scala à la base. La syntaxe la plus naturelle pour l'utiliser, c'est Scala. Vous pouvez aussi l'utiliser en Java, en R et en Python, mais c'est beaucoup plus naturel de le faire en Scala. Vous pouvez faire du real-time streaming processing. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de faire du Scala, pour le coup. L'idée de se dire, c'est qu'on va connecter un système à un flux de données qui arrive en temps réel, et je vais passer par différentes étapes pour traiter ce flux de données. Et peut-être une partie, je vais le mettre dans une base de données, une partie, je vais le transférer à notre système, une partie, je vais le faire renvoyer dans une boucle de rétroaction. Je vous donne un exemple. Je parle de Akastream, c'est une librairie de stream processing notamment. Le concept de base, c'est 3 entités, c'est simple, c'est les sources, elles servent à produire des événements. Les sinks, ils servent à consommer des événements. Donc, par exemple, une source, ça peut être un client HTTP qu'on appelle de l'extérieur. Une sink, ça peut être une écriture dans une base de données. Et au milieu, on définit des flows. C'est des étapes qui vont transformer notre flux de données, qui vont faire des transformations dessus, les splitter et compagnie. Un des avantages d'Akastream, j'en parle très très vite, c'est qu'il gère ce qu'on appelle le back pressure. Il va s'assurer qu'aucun des éléments des surchargés de données n'a pas plus de pas surcharger les buffers de chaque nœud en ralentissant le flux d'un côté et en le tirant de l'autre si au contraire il est capable d'aller plus vite. C'est un truc vraiment, vraiment puissant et qui est simple à mettre en place. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous définir un flux de données qui serait celui-là. J'ai ma source qui produisait l'événement. Ensuite, j'ai un broadcast, c'est-à-dire ça prend un flux et ça le transmet à 2 endroits en même temps. Là, je le transforme simplement. Là, balance, si je ne me trompe pas, c'est que ça met 1 sur 2 un peu au pif en fonction de la disponibilité. Et lui, il va prendre 2 flux en même temps, il va en envoyer un autre en arrière et compagnie. Bon, ça fait un graphe un peu compliqué. Et ça, il va falloir que je le modélise en Scala. Donc, la première chose à faire pour modéliser ça en Scala, je vous rassure, il n'y aura pas 1 million de lignes de XML comme ça aurait pu se faire en Java. C'est que je commence à définir un graphe. Un peu de boilerplate, on ne rentre pas. Et après, je définis le type de chacun de mes éléments ABCD et EFG. Le premier, c'est une source. Le deuxième, c'est un broadcast qui va travailler sur les int. Le troisième, il va merger des int. C'est un merge qui aura 2 éléments à gauche. Le troisième, c'est un flow qui va juste faire +1. Après, j'ai une balance, un merge qui va prendre 2 entrées. Et mon sync qui va juste prendre tous les éléments et faire un println dessus. Donc maintenant, j'ai mes A, B, C, D, E, F. Il faut que j'arrive à les mettre ensemble, à créer le flux. La manière dont ça se fait, c'est comme ça. Ça semble un peu bizarre au début, mais ça, c'est du vrai code Scala compilé. Compilé, ça va loin. Ça va vérifier que, par exemple, B, les 2 sorties qu'on a définies ici sont bien reliées à quelque chose. Ça va vérifier que C a bien une entrée et 2 sorties. Ça va vérifier que le graphe est bien complet. Ça va faire plein de choses à la compilation. Et une fois que tout ça c'est validé, ça fait un blueprint, un schéma global du graphe qui n'aura plus qu'à matérialiser. Aujourd'hui, ça se fait sur des acteurs. Donc, chaque nœud, en résumé, va être un acteur. Et on va pouvoir lui envoyer des flots de données qui vont transpasser, qui vont vraiment suivre les règles automatiquement. Donc, c'est vraiment ça que j'intéresse, c'est l'idée d'un DSL naturel à utiliser, des flèches. Il n'y a rien de plus naturel de définir des flèches que pour définir un flow. Donc, c'est ce qu'ils ont utilisé. Et c'est vraiment ça, c'est un opérateur sur un objet de type balance et compagnie. Ça va assez loin. Ce qu'on peut aussi faire, ce qu'on fait aussi beaucoup en Scala, c'est du coup de la data science. Le machine learning, beaucoup, très à la mode en ce moment, notamment sur Spark. Donc là aussi, l'idée, c'est d'avoir des calculs
de l'apprentissage machine qui soit distribué sur différents nœuds pour pouvoir supporter des volumétries de données importantes ou faire des choses très précises dans l'apprentissage. On peut faire du deep learning, donc des réseaux de neurones qu'on va distribuer aussi. BigDL, c'est un exemple qui aussi distribue les calculs sur du Spark, donc il est temps. On peut faire de l'analyse mathématique, de l'analyse statistique, de l'analyse de données. Anastasia, qui du coup a présenté au début, a fait un talk à ce sujet sur présentation des différents outils de data science, big data en Scala. Si ça vous intéresse, il y aura le lien dessus. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est des systèmes distribués. Alors, qu'est-ce que c'est un système distribué? On en a un peu parlé déjà avec Spark. C'est comme d'avoir un modèle où on va avoir plein de nœuds qui vont pouvoir se parler entre eux, qui vont être affectés à des tâches précises. Tous ces nœuds vont parler ensemble au sein d'un ou plusieurs clusters. Tous ces nœuds vont avoir chacun, par exemple, la responsabilité d'une entité précise. Ça va permettre de faire des systèmes quasiment scalables à l'infini. Où, si je dois traiter 10 événements à la seconde, je vais mettre un seul nœud. Si je dois traiter 1000 événements, je vais mettre 100 nœuds. Ils vont être capables automatiquement de se distribuer correctement sur mon cluster, de savoir, je n'aurai pas besoin de savoir exactement c'est tel nœud là-haut qui gère mon entité A. Je vais contacter un nœud au pif et ce nœud-là aura la correspondance de l'ensemble du mapping. Il retransmettra directement au bon nœud directement. Ça, c'est le sharding. Et donc, l'objectif des systèmes distribués, c'est de faire des systèmes high concurrent, donc dans lesquels il arrive plein d'événements en même temps de un ou plusieurs systèmes, de tout mettre ensemble et d'arriver à générer quand même des résultats très rapidement, avec potentiellement une très forte volumétrie en entrée, de distribuer et aussi d'être fault tolerant. Donc, s'il y a un nœud qui casse, alors soit c'est quelqu'un d'autre qui va prendre sa responsabilité en temps réel, soit on va lancer un autre nœud à côté. Il y a tout ce mécanisme qui est possible. Ça, c'est permis par une lib. Enfin, il n'y en a pas que celle-là, mais c'est la principale et c'est une des libs les mieux faites en ce cas-là pour moi, c'est AK. Tout ce que je viens de citer, et en plus les streams dont je vous ai parlé avant et du serveur HTTP, c'est cette lib qui le fournit aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose à connaître absolument et c'est vraiment super intéressant à utiliser. C'est simple. La doc est extrêmement bien faite, ils sont vraiment améliorés là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça si vous en avez besoin. C'est une boîte à outils, ce n'est pas un framework, c'est une boîte à outils. Si vous avez juste besoin des acteurs, vous prenez les acteurs. Si vous avez juste besoin de la persistance, vous prenez la persistance. Je n'en ai pas trop parlé, mais un acteur, l'idée de se dire, c'est que j'ai un petit programme qui va vivre en isolation dans son coin. Ce programme, la seule manière que je vais avoir de lui parler, c'est de mettre un message dans sa boîte aux lettres. Lui, il va dépiler les messages un par un de sa boîte aux lettres et il va être capable de renvoyer des lettres aussi. C'est la brique qu'on va se servir pour faire des systèmes distribués, d'acteurs qui s'envoient des messages. Que cet acteur il soit à côté de vous et qu'il soit sur un serveur à distance, qu'il soit dans un cluster à distance, ça ne changera rien sur la manière de communiquer avec lui. Voilà, ça c'était la partie. Ah non, il m'en restait un. Il y a aussi des runtimes un peu plus exotiques, j'ai appelé ça. Le premier qui est le plus utilisé, c'est Scala.js. C'est un équivalent, on pourrait dire, de TypeScript. Donc vous écrivez du code Scala, ça transpile en JavaScript. L'avantage, c'est toute la sécurité du langage au niveau du type safety, vous l'embarquez avec vous pour écrire du JS, ce qu'il n'a pas du tout à la base. Ça semble exotique, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en pratique. Ce n'est pas du tout au niveau de TypeScript ou de S6 et compagnie, mais ça commence à prendre. Il y a une petite communauté autour. Il y a des bindings pour React, pour Angular, pour tous les frameworks les plus importants. On peut aussi faire du scripting shell. Donc, plutôt que d'écrire des scripts Python, Ruby ou pareil, c'est du dynamique. Vous ne savez pas ce que vous mettez dedans, vous ne savez jamais les types de vos variables. Il faut écrire des scripts en Scala. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut une JVM pour les tourner. La JVM va peut-être mettre 1 seconde à s'initialiser. Donc, vous n'allez pas écrire des scripts style ls que vous allez lancer toutes les 2 secondes. Mais si c'est pour déployer un ensemble de serveurs ou de mettre à jour un serveur et compagnie, vous n'êtes pas 1 seconde près. Et dans ce cas-là, ça peut s'avérer intéressant. Et de manière plus subsidiaire, Scala native, l'objectif, c'est d'arriver à faire ce que fait Go ou Rust, c'est-à-dire créer des binaires sans avoir besoin de JVM pour les exécuter. Très expérimental. Il y avait un binding Android, mais qui maintenant est largement suppléé par ce que fait Kotlin. Et il y a un framework pour faire du CSS en Scala. Si vous avez envie d'essayer, je vous laisse. Comment apprendre Scala? J'espère que je vous ai donné envie d'en savoir plus sur ce langage. Avant tout, connaissez la programmation objet. Ça va être compliqué d'apprendre les deux en même temps, donc soyez au point sur la programmation objet.
Soyez aussi au point sur des notions comme la récursivité. J'en ai pas parlé dans le cercle vert d'ailleurs, mais c'est aussi super important de maîtriser la récursivité. Et ensuite, il y a un excellent cours qui est sur Coursera. Donc, c'est une plateforme de cours en ligne qui s'appelle Les principes de la programmation fonctionnelle en Scala. C'est enseigné par Martin Odersky, c'est la personne qui a créé le langage Scala. Il y a un cours qui commence aujourd'hui, c'est le hasard. Donc, c'est une séance, je crois qu'il y a 7 cours sur une semaine par cours. Ça demande de l'investissement. C'est genre, il faut peut-être 5 heures par semaine pour le faire. Mais c'est ultra intéressant et c'est même ultra intéressant même si vous ne voulez pas faire de Scala. Ce qui vous apprend, c'est vraiment de la programmation fonctionnelle en utilisant Scala, mais ça ne va pas vraiment mettre l'emphase sur Scala, mais plus sur la programmation fonctionnelle. Et c'est vraiment des choses qui vont vous triturer le cerveau. Vous n'êtes pas habitué à faire. Ça va vraiment… au début, vous n'allez pas comprendre. Après, ça va faire… Vous aurez le type de mental et ça sera beaucoup plus simple. Et une fois que vous l'avez, c'est bien. Ça va vous servir dans tous les langages parce que tous les langages commencent à incorporer des paradigmes fonctionnels au travers de lambda, de fonctions d'ordre supérieur et compagnie. Je ne vous conseille pas le petit livre rouge Scala, on l'appelle comme ça. C'est 3e et 4e cercle de ce que j'ai montré. Donc, même si on vous le conseille, mettez-le de côté tout de suite. Pas une bonne idée. Une fois que vous avez une bonne notion de la programmation fonctionnelle, mais même vous pouvez le faire en même temps, vous allez avoir envie de commencer à jouer avec Scala. Première chose à voir, c'est le site officiel. Ils ont aussi refait les docs récemment, donc elles sont beaucoup mieux. Creative Scala, c'est une boîte qui fait des formations et ils ont décidé d'open sourcer plusieurs livres qu'ils ont écrits sur Scala et plusieurs librairies, Clayslick, Cats, Shapeless. On parlera aux gens qui ont déjà fait. Scala Exercise, c'est marrant. Enfin, c'est un peu un tech.io, mais pour faire des exercices en Scala et dans d'autres librairies directement. Donc, ça va vous prendre, je sais pas, les high order functions. Vous allez avoir une page d'exercice dessus que vous allez pouvoir exécuter directement en ligne. Ensuite, je vous ai mis 2 blogs que j'aime bien qui… Si vraiment vous voulez pousser un peu, ils vont avoir vraiment un article sur les options, un article sur les futurs, un article sur les lasers. Ça va assez loin. Très vite, j'en parle. Si vous voulez tester Scala, le plus simple, c'est de prendre IntelliJ aujourd'hui. C'est l'IDE qui a le meilleur support de Scala. Et vous pouvez simplement, sinon juste, il y a des sites comme Scasti ou Scala Fiddle, comme JS Fiddle, qui vont permettre d'exécuter du Scala en ligne. Donc, vous n'avez rien à installer. Voilà, donc c'est vraiment, enfin, c'est simple d'exécuter du Scala, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, soit via IntelliJ, soit en ligne. Je ne vous conseille pas le tutoriel de Scala d'Open Classroom, parce que ça, c'est pas qu'il est compliqué, c'est juste qu'il est nul. Ça va vous apprendre à faire du Java en Scala, il n'y a aucun intérêt. Et il y a un projet qui était sur Kickstarter le mois dernier, qui est passé, ça s'appelle Scala Quest. L'idée, c'est de faire un jeu en Scala, enfin un jeu, un pseudo-RPG qui va vous apprendre à coder en Scala. Dès qu'on aura des invites, on vous en fera tourner si ça vous intéresse. Donc, c'est encore en cours de développement, il faudra attendre quelques mois. Et d'ailleurs, j'ai peut-être des stickers à vous donner Scala Quest si vous voulez. Et très important, c'est n'apprenez pas Scala tout seul. Ça, j'insiste vraiment beaucoup parce qu'on a vu c'est un langage puissant qui offre beaucoup de liberté, donc plein de manières de faire la même chose. Et si vous apprenez tout seul, 80% de chances que vous alliez sur la mauvaise. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui n'est pas capable de vous remettre sur la route le plus tôt possible, que ce soit en vous accompagnant en développant ou que ce soit en regardant votre code, en vous disant ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qu'on peut faire, c'est s'il y a des gens qui veulent apprendre Scala et qui, comme ça, ont peur de se sentir un peu perdus, vous pouvez nous rejoindre sur le Slack des communautés Montpellier. Je ne sais pas si vous connaissez, tout le monde connaît. Il y en a qui ne connaissent pas. Slack des communautés Montpellier. Tout le monde connaît, t'as vu? Hugo. Bon, j'aurais bien un petit mot vite fait. Sinon, c'est un Slack qui regroupe tous les meet-ups techniques, tech de Montpellier. Et du coup, il y a un chan sur ce meet-up-là. Et si vous voulez apprendre, venez sur le chan, parlez-nous-en et on se fera un plaisir de trouver quelqu'un qui pourra vous accompagner en one-to-one. On pourra faire des revues de code bienveillantes. Et maintenant, je vais faire une petite partie trends et jobs, donc pour savoir plutôt maintenant en pratique est-ce que ça sert à quelque chose d'apprendre Scala. La première partie de trends, c'est des chiffres que j'ai pris sur Internet. Vous focussez. Enfin, prenez pas pour argent comptant, c'est des tendances, ça ne veut rien dire en chiffres absolus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la tête des courbes plutôt. Donc ça, c'est la courbe Google Trends de tous les langages fonctionnels que j'ai cités dans ce talk. Enfin, non, je ne vais pas citer Rust, mais je le mets aussi dans la liste. Depuis 2014 à 2016, Scala est en bleu. En vert, c'est Kotlin qui a eu un méga pic quand Google a annoncé que c'était son langage premier pour Android. Et il a bien doublé de niveau depuis. Mais Scala, on voit, bon, du coup, il a toujours été au-dessus des closures, Haskell et compagnie.
il continue d'augmenter en termes de pénétration de marché. Et là, ça veut encore moins rien dire, mais c'est les courbes de marché de l'emploi selon Indeed. Mais j'aime bien quand même la courbe générale. Ça et ça, c'est Java. Java et JavaScript. On voit que c'est en dessus. En vert, c'est PHP. Ça m'étonnerait qu'il soit aussi bon en pratique, mais je pense qu'il y a une réelle courbe qui descend et qui ne doit pas être largement si bas. Elle doit être au moins le niveau de Java encore. Et en bleu, c'est Scala. Bon, il fait son petit chemin pépère. Il est encore en cours d'adoption, mais elle est vraiment en train de monter et c'est stable. On a de plus en plus besoin de développeurs Scala. Et ce site a permis de donner une stat intéressante, c'est la proportion d'offres Scala par rapport aux profils qui font du Scala. Pour un langage comme PHP Java, sur Indeed, il y a à peu près 5 offres pour un développeur. On a de la chance, on est déjà en train de demander. Pour Scala, c'est 22 offres pour un développeur. On en parlera après. Zendesk recrute des développeurs Scala, Teeds en recrute, nous on en recrute. Et je pense qu'on est tous dans le même niveau, c'est qu'on est en galère pour recruter des développeurs Scala. Et du coup, ce qui est rare est cher. Voilà, je ne dirai pas plus. Vous en déduirez ce que vous voulez. Alors là, c'est un petit quelques boîtes que je connais ou que j'ai trouvées qui sur Montpellier font du Scala. Donc ma boîte Tamo, on recrute des développeurs si ça vous intéresse. Zendesk qui nous accueille aussi, ils recrutent des développeurs. Vous allez voir sur le bar au fond, il y a des fiches avec les emplois qu'ils proposent. Teeds ils recrutent aussi. Et après, il y a ces 4-5 startups qui sont sur Cap Omega ou Cap Alpha qui aussi font du Scala. J'ai peur de les confondre. Medincell, par exemple, ils ont une machine qui analyse des trucs médicaux et tout le back-end de cette machine est développé en Scala. Decision Brain, ils font plus du machine learning ou de la data science en Scala. Je m'avance un peu, je ne les connais pas en détail, mais voilà. Donc, il y a un petit lot de boîtes en Scala. Ce n'est pas non plus énorme, c'est largement en dessous du marché PHP, largement en dessous du marché Java, mais c'est en flux tendu. On ne recrute pas autant de développeurs Scala qu'on voudrait. Et ça va même plus loin, c'est qu'on recrute très souvent des développeurs Java expérimentés qu'on sent qu'ils ont envie d'apprendre autre chose. Et nous, on leur apprend en Scala. J'en ai pas parlé, c'était un chiffre que je voulais donner, mais par exemple, la maîtrise des 2 cercles que je vous ai donnés, c'est une question de semaine. C'est vraiment pas quelque chose qui va prendre très longtemps. Aller plus loin dans les autres cercles, ça vous prendra beaucoup plus de temps, mais ce n'est pas nécessaire. Nous, les développeurs qu'on prend, je sais pas, en 1 mois, ils sont autonomes. Alors, on les fait rentrer petit à petit sur nos projets. Les développeurs Java, je parle, en 1 mois, ils sont autonomes sur Scala. On fait beaucoup de revues de code pour les accompagner, mais c'est comme ça qu'ils se font principalement. Au niveau France en général, alors là, il y a énormément de boîtes, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et pareil, elles sont toutes en flux tendu. On a tous tendance à se débaucher des développeurs dans tous les sens. Samsung, sur Paris, a un très gros pôle IoT. Singularity, Captain Dash, MFG Labs, ils font de l'analyse de données. Il y a des boîtes comme Canal+, Deezer, Zalando, Mythic, Vente Privée, des boîtes françaises qui font leur back-end en Scala. Il y a des boîtes sur Nantes et Lyon aussi, pas mal, qui font du Scala. Il y a plein de SS2I, mais plutôt qui ont une tendance tech, très tech. Dire CGI ne fait pas ne fait pas de Scala à ma connaissance. Par contre, des boîtes comme Zebia, qui sont beaucoup plus présents sur toutes les conférences techniques, qui vont vraiment avoir de l'expertise sur des sujets plus poussés comme le temps réel, la data science et compagnie. Eux, ils ont des grosses équipes sur Scala. Et voilà, je ne sais pas quoi dire. Et à l'étranger, bon, je n'ai pas une slide, mais il y a encore énormément de boîtes qui sont sur du Scala. Twitter, IBM, LinkedIn, tout ça, ils ont des back-ends qui tournent en Scala. Et pareil, ils recrutent pas mal. Voilà. Donc, c'est fini. Pour trouver les slides à cette adresse. Et est-ce que vous avez des questions? Ah oui, je n'ai pas dit le mot monade une seule fois dans la presse. Ce qui était dur. Any questions? C'est pas très question ce soir. Rapidement, qui est derrière Scala? C'est une société, une communauté un peu... À la base, c'est un projet universitaire qui est fondé par l'EPFL, c'est Polytechnique Lausanne, qui a créé ce langage dans lequel fait partie Martin Odersky. Et aujourd'hui, c'est backé par une société. Enfin, il y a une société commerciale du coup qui aide énormément le langage à se développer. Elle s'appelle Lightband, elle s'appelait TypeSafe avant. C'est eux qui fournissent notamment la stack AK. Tout ce qui est AK, Play Framework, AK, HTTP, c'est eux qui le développent, qui le rendent open source.
Bien entendu, ils vendent de la formation, ils vendent du conseil et tout dessus. Mais à la base, c'est vraiment un projet universitaire, communautaire, qui maintenant, Lightband met des sous dans le langage, clairement. Aussi, Lightband, leur particularité, ça s'est un peu vu avec leur changement de nom. Au début, ils étaient sur TypeSafe, ça allait bien avec le langage Scala. Ils sont renommés Lightband et en même temps, ils ont sorti Lagom, qui à la base était que pour Java. Les gens se sont dit là, ils abandonnent Java et tout, mais en fait, leur objectif à Lightband, c'est d'entrer dans des très grosses boîtes qui font du Java, installer leurs outils, parce que tout ce qui est AK, vous pouvez l'utiliser en Java aussi. J'ai oublié de le préciser, mais toute l'API, elle est utilisable en Java, elle n'est pas moche à utiliser, ils ont mis beaucoup d'efforts là-dessus. Mais leur objectif final, c'est quand même de convertir les gens à faire du Scala en y allant marche par marche. Okay. Yes. Est-ce qu'on utiliserait à l'heure actuelle des langages Scala, des frameworks Scala pour des systèmes d'information conséquents? C'est-à-dire que j'ai plus l'impression qu'on va utiliser on continue à utiliser du Java parce que c'est en termes de ressources, c'est plus facile d'avoir des développeurs, de pouvoir maintenir des systèmes d'information qui n'ont pas besoin d'être pointus techniquement ou en termes de performance. Et on va rester plus visible, plus maintenable, et garder du Scala pour vraiment plus des problématiques de perf. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut changer? Le côté Scala pour les perfs est vrai. Après, il y a des très grosses boîtes comme Twitter qui ont une très grande majorité de leur SI en Scala. Je pense que ce n'est pas rien en termes de service. LinkedIn aussi a fait une migration vers Scala importante. Et je n'ai pas de dots et je n'ai pas tous les noms, mais il y en a plein de boîtes qui ont fait des gros pas vers Scala, y compris dans le secteur financier ou dans le secteur télévisuel, ce genre de service qui a un peu plus de mal à migrer. Le problème que tu remontes, que c'est beaucoup plus simple d'avoir des développeurs Java, c'est vrai. C'est ce qui fait que je pense que beaucoup de boîtes ont un peu peur aujourd'hui d'aller sur Scala. Mais en soi, nous, ça ne nous a pas fait peur, par exemple, parce qu'on sait qu'on peut les former, les développeurs. Les développeurs Java, pour le coup, il n'en manque pas. On sait qu'on peut en attirer, même s'il n'y en a pas 10 qui arrivent tous les jours, on sait qu'on peut en attirer, les former, et on aura largement assez de ressources, surtout pas dire ça, de personnes de super coéquipiers qui vont faire les programmes avec nous. Je travaille dans des SS2I, ça m'a un peu perverti l'esprit. Désolé. Je suis un peu étonné quand tu dis Scala est plus performant que Java. En fait, comme ça, en fait, si tu prends une micro-fonction qui fait la même chose en bench individuel, elle sera plus lente. Par contre, les patterns de programmation qui sont mis derrière avec l'asynchronicité au cœur des frameworks, ce qui n'est pas le cas dans quelque chose qui tourne sur des first servlets, sur du Tomcat et compagnie, c'est la manière de concevoir les programmes qui fait que ça va être plus performant, que ça va être capable de, par exemple, le fait d'avoir de la back pressure sur la cache stream, c'est quelque chose d'ultra puissant, mais je n'ai pas connaissance de beaucoup de choses qui puissent le faire en Java hors AK. Mais c'est vrai que par exemple, si on prend des micro-benchmarks d'une fonction qui ajoute des éléments dans une liste, Java sera un peu en dessus parce que ont moins ça se base. Scala, ça fait du bytecode comme Java, mais ça rajoute un peu de fonctionnel par-dessus, donc il y a un petit surcoût.